Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Malik Oussekine, car ce nom est revenu dans nos mémoires ces derniers mois. Depuis 1 an et demi et les manifestations des Gilets jaunes, puis celles contre la réforme des retraites, de nombreux témoignages, photos et vidéos publiés sur les réseaux sociaux prouvent la violence exercée par les forces de police au cours des manifestations. À ce bilan de blessés déjà lourd, il faut ajouter 3 morts. Zineb Redouane à Marseille, touché en décembre 2018 par une grenade lacrymogène. Steve Canico à Nantes, tombé dans la Loire suite à une intervention musclée des forces de police lors de la fête de la musique. Et plus récemment, Cédric Chouviat, mort le 5 janvier après une arrestation d'une grande brutalité. Lors de la première diffusion de cette émission, en février 2017, c'est un jeune garçon, Théo, qui était victime d'une violente agression lors d'un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois. 1 an plus tôt, en juillet 2016 donc, Adama Traoré mourait suite à une interpellation dans des conditions troubles à Beaumont-sur-Oise. Malik Oussekine, lui, avait 22 ans, tabassé dans une rue du quartier latin par des policiers voltigeurs un soir de décembre 86 en marge d'une manifestation. Son histoire est celle de la naissance d'un symbole, apparu lors d'un mouvement étudiant sans précédent depuis les événements de mai 68, en l'occurrence contre un projet de loi de réforme universitaire. Si le contexte et les conditions de ces différentes affaires ne sont pas les mêmes, revenir sur l'affaire Oussekine permet de s'interroger aujourd'hui sur cette question des rapports entre la police et les citoyens, les violences, les discriminations sociales, mais aussi territoriales et politiques. Notre invité aujourd'hui, David Dufresne, journaliste, réalisateur et auteur d'un premier roman intitulé Dernière sommation, publié chez Grasset en 2019. Vous entendrez également un reportage d'Annelle Verzo, qui s'était rendu à Aulnay-sous-Bois, à la cité de la Rose des Vents, en pleine affaire Théo, réalisée lors des événements de 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Ronxin, Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 6 décembre 1986, au petit matin, rue Monsieur le Prince, seul derrière une porte cochère, un jeune homme est retrouvé sans vie. Ce matin-là, par milliers d'étudiants lycéens se sont retrouvés sans un bruit pour pleurer le disparu. La joie et les rires des semaines passées, du retour de cette jeunesse sur les boulevards de la capitale, laissent place à la tristesse et à l'amertume. Un teller est mort cette nuit, il s'appelait Malik Oussekine. Malik n'est pas étudiant à la Sorbonne. Il n'a pas pris la parole lors d'une assemblée générale. Il n'a pas tracté aux portes de son université. Il est étudiant dans une école de commerce. Point. D'ailleurs, il n'a peut-être jamais manifesté. Il n'est pas sur les devants de la scène en cas de mouvements sociaux. Il a 22 ans. Oh, il a sans doute lu des choses sur la réforme de Vaquet, l'avenir de l'université. En mars, il a probablement voté aux législatives. Il a 7 frères et sœurs. Mais tout cela, ceux qui manifestent au lendemain de sa mort, de la Sorbonne jusqu'à la Bastille, ne le savent certainement pas. La vie intime de Malik Oussekine s'est échappée avec son sang sur le trottoir de Paris. Il n'aurait pu être qu'un jeune noyé dans la masse. Il est devenu figure du martyr pour cette jeunesse qu'on imaginait rangée et sage en cette fin de décennie 80. Alors les manifestants en deuil marchent dans Paris en silence, formant un long cortège avec juste un nom sur les pancartes, celui de Malik Oussekine. Ils déposent des fleurs, une première fois devant l'hôpital Cochin où le jeune homme fut déclaré mort, puis devant l'institut médico-légal où son corps demeure désormais. En fin de journée, vers les Gobelins, à la vue des forces de l'ordre, certains expriment leur fureur. Les étudiants sont en train de porter les barrières. C'était là, il a reçu un pavé dans la figure. Il a titubé et puis après il saignait de partout, j'ai du sang. Les CRS ont reçu sur leurs boucliers des barrières métalliques et des pavés. Ils ont répliqué à coups de grenades lacrymogènes. Incident bref mais très violent. Son nom s'installe dans nos mémoires, comme celui d'ailleurs du ministre Alain de Vaquet, au cœur des événements pendant les 3 semaines de lutte estudiantine. Dès l'annonce de la nouvelle, il a démissionné, lâché par ses confrères, meurtri par la perte de cet étudiant. Jacques Chirac annoncera le retrait total de son projet de loi le lundi 8. Les étudiants et les professeurs reprennent alors le chemin des cours.
Au ministère de l'Intérieur, dans les couloirs du pouvoir, on essaie de cacher l'inavouable. 20 ans plus tard, sur une plaque de la rue Monsieur-le-Prince, on peut lire « À la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986 ». Pourquoi ? Pourquoi était-il là ? Et surtout, qui sont les responsables ? « 1986, Meudon-la-Forêt, Île-de-France. Depuis plus de 20 ans, la famille Oussekine vit dans un HLM construit derrière la forêt. Il y a 8 enfants, dont le plus jeune s'appelle Malik. L'Algérie, ils l'ont quitté en 1953, un peu avant la guerre d'indépendance. Le père travaille d'abord dans les mines de charbon, puis multiplie des petits boulots, camionneur, maçon. Après une tentative de retour seul en Algérie pour lancer son entreprise, il revient en France et y décède en 1978. La vie de famille s'organise alors sans le père, autour des grands frères. Mohamed, l'aîné, est le plus proche du Benjamin. À la fin du lycée, il lui trouve une chambre de bonne pour qu'il étudie le droit à la fac. Bon, le droit n'est pas une passion pour Malik, mais il tient le coup. Il espère trouver sa voie et changer d'orientation. Le 16 mars 1986, il est peut-être rentré chez sa mère pour voter ou profiter de ce week-end de printemps. Il semble bien loin, en tout cas, de l'effervescence politique qui agite une partie des Français. 16 mars 1986, 20h, résultat des législatives. La droite revient aux affaires. À l'Assemblée, le RPR Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing remportent une victoire historique sur le Parti socialiste et ses alliés. Oui, historique, parce qu'elle débouche sur la première cohabitation de la Ve République et parce que le scrutin à la proportionnelle a permis à 35 députés du Front National d'entrer au Palais Bourbon. On les a placés tout en haut à droite, tout près de l'issue de secours. François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre. Il va lui falloir gouverner avec ceux d'en face, comme il dit. Comme si l'histoire se retournait, mars 1986 efface les espoirs de mai 1981, plus ou moins effacés d'ailleurs par ceux-là même qui l'avaient dessiné. Le tournant de la rigueur était passé par là. Dans tous les domaines, le gouvernement de droite, désormais aux commandes, souhaite faire table rase du passé. Alors il privatise, lance un chantier sur le droit au licenciement, médiatise sa lutte contre la drogue, innove en matière d'immigration avec les vols charters, projette une université nouvelle. Le 10 avril, Jacques Chirac annonce l'abrogation de la loi Savary et lance le chantier d'une université libérale et autonome basée sur l'excellence et la sélection. Un vrai programme de droite. C'est Alain Devaquet, un professeur de chimie entré au RPR en 1978, qui est chargé de mener la réforme. Au début de l'été 1986, le ministre Alain Devaquet indique ne pas vouloir bouleverser les choses. Pourtant, sa réforme est explosive. Car derrière le maître mot autonomie se trouve la fin du caractère national des diplômes, la libéralisation des frais d'inscription, l'introduction de la sélection. Pour les étudiants, nos universités deviennent des marques, des écuries qui sélectionnent leurs poulains. À la rentrée universitaire 1986, deux camps se font face. Là sont les raisins de la colère, et les raisons également. Le verre est dans le fruit. Les syndicats de gauche entament le travail d'information auprès des étudiants, pendant que des présidents d'universités de droite, comme Jacques Bompard, de Paris 4, célèbrent un peu trop tôt ces universités qui ouvrent le savoir aux capitales. Alors on semble s'orienter vers une université de plus en plus libérale. Je crois que vous en êtes assez partisan. Est-ce que vous avez les moyens pour cela ? Eh bien, il s'agit d'être un peu inventif. Au fond, l'université de l'an 90 ou de l'an 2000 ne sera pas exactement celle des années 50, c'est-à-dire une université qui demandait tout à l'État. Je pense que de plus en plus, il faut que les universités trouvent leurs propres ressources. Je pense à une indication qui a été donnée par le ministre René Monory, celle de la déduction fiscale pour les entreprises, par exemple, qui financeraient les universités. Voilà une voie à explorer. Il y en a d'autres. Il nous faudra, je pense, dans un délai assez raisonnable, trouver une grande partie de nos ressources par des moyens propres. Après tout, cet appel à la prise en responsabilité des universités par elles-mêmes me paraît porteur. À Meudon-la-Forêt, Malik, lui, revient d'un séjour aux États-Unis sur le conseil de son frère, qui le pousse à voyager dans les pays voisins ou lointains. Avant de partir, il s'est inscrit à l'EPSI, École supérieure des professions immobilières. Tous les matins, il arrive en cours, en costume-cravate, attaché case à la main. Un élève modèle, jamais en retard, toujours attentif et curieux. Peut-être a-t-il trouvé sa voie. En plus de l'école, Malik s'est inscrit à la fac de Dauphine pour y suivre des activités sportives. Le soir, il rentre dans le 17e arrondissement, où se situe sa chambre de bonne. Comme des milliers d'étudiants à Paris, il monte ses 6 étages quotidiens, pas d'ascenseur, et retrouve ses quelques mètres carrés qui abritent son lit, une petite table et un lavabo. Les frais d'inscription pour l'école sont chers, Malik ne veut pas rater sa chance. Les semaines passent, sans heurts, sans crainte du lendemain, mais dans les universités publiques, l'ambiance est tout autre. Dijon, Jussieu et la Sorbonne sont aujourd'hui en grève
17 novembre 1986, à l'université de Villetaneuse, les étudiants rassemblés en assemblée générale votent la grève contre le projet de loi Devaquet. Paris 300 s'y essuie, puis viennent les votes à Saint-Denis, Nanterre, Tolbiac, Jussieu et dans des dizaines de facultés de province qui savent que leur existence même est menacée. Le 22 novembre, ils sont des milliers à protester dans la rue contre le projet Devaquet. Beaucoup se retrouvent à la Sorbonne pour les états généraux des universités. À la fin de ce mois de novembre, dans les couloirs de nos facs, deux philosophies se font face, celle des grévistes et celle des autres, comme souvent. Les premiers font la tournée des amphithéâtres, parlent, discutent de l'avenir et de l'histoire de l'université, de l'importance des filières de recherche, des sciences sociales et humaines, jugées non rentables par certains. Les seconds continuent à ne faire que passer. Et comme par tradition, lors de tels mouvements, c'est dans l'amphithéâtre de gestion que la tension est la plus forte. Bon, on va essayer d'être rapide, de ne pas trop vous gêner. Donc un certain nombre d'entre vous ont dit on ne comprend pas, on ne comprend rien à ce que vous avez dit. Donc voilà, on va vous faire l'information. Pardon ? C'était pas clair. Alors on va essayer d'être plus clair que ce matin, de vous expliquer ce qui se passe un peu partout, et notamment en Sorbonne. Maintenant, mesdames et messieurs, l'heure étant passée, nous reprenons le cours. Dites-moi, il y a eu cette intervention dans le cours, pourquoi est-ce que vous restez en amphi ? Je reste pour travailler, parce que je suis ici pour travailler, voilà. Je travaille. La loi, qu'est-ce que vous en pensez ? La loi, pour l'instant rien. Pour l'instant rien. Mais a priori, je suis pas contre. A priori, je suis pas contre. L'intervention de vos camarades, là ? Totalement déplacé. Nous, il n'est pas de notre propos de bloquer la fac pendant un mois. Nous voulons manifester pendant quelques jours, le temps de montrer à Devaquet qu'il a tort et lui montrer que nous sommes contre. Mais nous ne voulons surtout pas perturber les cours. La meilleure preuve est que nous sommes sortis après l'interclasse, après notre intervention, et nous avons laissé Monsieur Chaud faire son cours. Aucune hésitation. Monsieur le ministre, ta nouvelle loi, elle est sinistre. Lorsqu'on veut faire de nos universités des marques, les étudiants et les professeurs de gestion hallucinent. Mais en cet automne-là, l'illusion ne dure qu'un temps, car la rue ne désemplit pas. Le 27 novembre, ils sont près de 500 000 étudiants, lycéens, enseignants rassemblés devant les grilles de l'Assemblée nationale. Le jour même, Alain Devaquet sur le plateau d'Antenne 2 pour tenter de répondre aux inquiétudes des étudiants et des lycéens. Il parle de flexibilité et essaye de trouver la parade sur les sujets épineux. Alors il relativise et promet de sauvegarder certains principes. Dans les rangs des manifestants, tous refusent la fin de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. Il retoque la sélection par l'argent et réfute la création de diplômes locaux. La Sorbonne, Jussieu, Amiens ou Rennes 2 ne sont pas des labels. L'université est une et indivisible. Seul le bac doit être la porte d'entrée vers la fac, pas son lieu de naissance, pas la richesse des parents ou la mention obtenue au lycée. Alors la lutte se poursuit et s'organise autour d'une coordination nationale des étudiants élus. Leur mandat est simple, abrogation de la loi Devaquet. En quelques jours, l'automne se transforme en printemps étudiant. Le 30 novembre, Jacques Chirac descend dans l'arène. Lors d'une émission de télévision, le chef du gouvernement entrouvre la table des négociations. Le texte que j'ai retenu et que j'ai présenté au Conseil des ministres, enfin que les ministres compétents ont présenté au nom du gouvernement, n'est pas clair sur tel ou tel point, contrairement à ce que j'avais pensé. Eh bien, il faut naturellement le modifier sur ces différents points. Il n'y a pas de divergence de vue sur le fond. S'il y a des problèmes d'expression qui peuvent prêter à ambiguïté, eh bien, la concertation nous permettra de les modifier. Donc on peut penser que ce texte modifié, si nécessaire, après une discussion, devrait revenir à l'Assemblée nationale d'ici à 15 jours. Le plus rapidement possible, naturellement. Je ne suis pas à 3 jours près, bien sûr. Mais au cours de cette session, je le souhaite. Or, l'annonce du Premier ministre n'a qu'un effet amplificateur complètement contre-productif. La veille de cette déclaration, la coordination nationale avait appelé à une grande manifestation pour le jeudi 4 décembre. Le gouvernement ne souhaite pas les recevoir avant cette date. Alors les étudiants font de ce rendez-vous le tournant de cette lutte. De toute la France, par bus ou par train, ils arrivent à Paris. Là, de Bastille aux Invalides, sur 8 kilomètres de long et en province, ils sont près d'1 million d'étudiants, lycéens et professeurs à chanter, à scander des slogans et pour certains à répondre aux journalistes, comme David Assouline,
et quelques autres. Je pense que ce gouvernement n'est pas plus bête que les autres. S'il y a 1 million de jeunes dans la rue, il est obligé de retirer ou sinon il apparaîtra comme le gouvernement qui prend les mesures les plus antidémocratiques qui soient et qui ose se mettre toute la jeunesse de France à dos. Parce que la jeunesse, elle a besoin de se défendre. Quand on voit à l'heure actuelle tout ce qui se passe, disons que l'augmentation pour faire payer pour aller aux écoles, tout ça, vraiment, je suis pour la jeunesse, quoi. Moi, je suis aussi un ouvrier. J'ai eu des enfants quand à l'école. Et si je voyais maintenant qu'on pourrait payer pour mes enfants, comme on va les faire payer maintenant, eh ben, je crois que je serais content que mes enfants y allaient aussi dans la manifestation. Ce 4 décembre, à la sortie de la manifestation, des membres de la coordination nationale sont reçus par le ministre de Vaquet, accompagné par le ministre de l'Éducation, René Monory. Le pouvoir change d'interlocuteur. Il met en avant René Monory pour traduire un changement d'attitude. Mais à la sortie de la réunion, c'est l'impasse. David Assouline, porte-parole de la coordination nationale, annonce devant les micros et les caméras l'échec de la discussion. Les ministres refusent l'abrogation du projet de loi. L'intérieur envoie dans la foulée les forces de l'ordre sur la place des Invalides. Le pouvoir mène la charge. Paris s'embrase. Après le choc de l'esplanade des Invalides, c'est le quartier latin qui se mobilise. De Saint-Michel au parc du Luxembourg, de Maubert à l'Odéon, des voitures deviennent barricades, des poubelles se transforment en brasiers. D'un côté, on enfile les casques, de l'autre, on serre les écharpes. Les projectiles volent, les coups tombent. Bilan des dizaines de blessés, dont François-Laurent Rigal, étudiant de 22 ans, qui perd un œil. Malik Osekine n'est pas présent ce soir-là. Il est chez lui, ou ailleurs. Demain, il ira en cours, comme tous les jours depuis la rentrée. Ce sera sa dernière journée. 5 décembre 1986, dans toute la France, des manifestations spontanées se déroulent contre les violences policières de la veille. À la fin de la journée, à Paris, des manifestants remontent le boulevard Saint-Michel, prennent la rue des Écoles, tournent à gauche, puis remontent en courant vers l'entrée de la Sorbonne. C'est décidé ce soir, ils occupent l'université. Le temps est doux, l'espoir est grand. Et si l'hiver se transformait en un mois de mai historique, un deuxième 68, un fantasme que l'on ressort volontiers en cette fin d'automne 86. Dans la journée, Jacques Chirac a rencontré les dirigeants de sa majorité, les présidents des assemblées et les ministres concernés. Le chef du gouvernement décide de laisser les coups des franches à René Monory, ministre de l'Éducation de 1977 à 1981. Il a l'expérience et la poigne qu'un Devaquet n'a pas. Devant la Sorbonne, les journalistes attendent avec les étudiants la déclaration du ministre Monory prévue au journal de 20h. Je voudrais maintenant m'adresser aux jeunes, étudiants ou lycéens qui m'écoutent. Je voudrais vous parler avec mon cœur. Je comprends très bien votre angoisse en ce qui concerne votre emploi et plus généralement votre avenir. Il faut que vous sachiez que le gouvernement fait tout son possible pour vous donner le plus de chances de réussir dans la vie. C'est un discours de vieux, malheureusement. Il nous prend pour des c'est dommage. C'est pourtant quelqu'un de relativement intelligent, mais je ne sais pas, il l'a perdu avec le mouvement étudiant. Mais je veux dire, nous, on est un mouvement responsable. On lutte pour quelque chose, pour le retrait de ce projet. Il nous parle jamais de ça. Il va toujours nous parler en politicien, il va toujours tourner autour de la plaque, mais jamais il va aller au fond des choses. À l'intérieur de la Sorbonne, ils sont encore 200 à 300 à attendre qu'on les déloge. Certains s'assoupissent dans l'amphithéâtre Richelieu, d'autres rencontrent les étudiants venus de province, d'autres encore discutent dans la cour sous le regard de Victor Hugo, devenu statue. Au loin, au milieu de la Seine, sur l'île de la Cité, ce sont les moteurs des motos qu'on fit rugir. Vers minuit 30, on a donné l'ordre de rassemblement à l'unité des voltigeurs, un peloton de garde mobile à moto. Ils sont 2 par engin. L'un conduit et assène des coups de pied pendant que l'autre, juché sur les cale-pieds, use de sa longue matraque en bois. Sur l'île de la Cité, 48 hommes se préparent, uniforme bleu marine, casque blanc. Parmi eux, les brigadiers Schmitt et Garcia. Les moteurs ronronnent. Ce soir-là, Malik a dîné dans son quartier, puis il est remonté chez lui vers 23h30. Pourquoi est-il redescendu? Pour une fille? Pour voir un ami? Un concert? Personne ne le sait, ça le regarde. Malik est un inconditionnel de jazz, alors peut-être un concert, oui. Le vendredi soir, des groupes jouent gratuitement dans certaines caves de la rue Saint-André-des-Arts. Mais ce soir-là, dans ce quartier, ce sont les sirènes de la police qui donnent le tempo.
Vers 1h du matin, la Sorbonne est évacuée par les forces de l'ordre. Certains retournent les voitures, d'autres lancent des pierres. Des passants aux émeutiers, tous sont pourchassés. Ils zigzaguent dans les rues aux alentours de la place. Ils cherchent une issue de secours. Les CRS, eux, chargent sans distinction. Sur leur moto, les premiers voltigeurs rompent les rangs. Comme les autres, Malik est pris dans la foule des fuyards, tous ceux qui ont peur de se prendre un coup de matraque. Comme les autres, il devient une cible. Seul, la peur au ventre, essoufflé, il court, cherche un abri. Il remonte la rue Monsieur-le-Prince. Au 20, une porte est entrouverte. Un autre pourchassé du soir le laisse passer. Il entre. Trop tard, les policiers l'ont rattrapé. Les hommes casqués bloquent la porte, puis entrent. L'abri devient un piège à la merci des forces de l'ordre. À ce moment précis, en plein centre de Paris, frappé par la police, un jeune homme meurt dans un hall d'immeuble. Juste ici, là, devant, j'étais à peu près à une 50aine de mètres. Et juste à côté du feu rouge, à un certain moment, il y avait les flics, c'est-à-dire les CRS, qui barraient la route des deux côtés. La rue Monsieur-le-Prince au niveau de la rue Racine jusqu'au niveau de la rue Vaugirard. À un certain moment, en reculant, il y avait tous les motards, c'est-à-dire en derrière des guêpes. Ils étaient deux par moto, un qui était derrière avec une matraque et l'autre qui conduisait. Et ils se sont arrêtés au niveau du feu rouge, au niveau de la rue Racine. Et là, je les ai vus à trois sauter et s'acharner contre un mec. Et plus tard, parce qu'en allant le voir, j'ai constaté, je l'ai reconnu à sa veste, à son blouson, il était gris. Et c'était le même qui était allongé à la porte cachère. Le lendemain, le nez enflé, les lèvres boursouflées, Paul Bezelon, haut fonctionnaire du ministère des Finances, raconte les derniers instants de Malik Oussekine. C'est lui qui lui a ouvert la porte au numéro 20 de la rue Monsieur-le-Prince. Ce soir-là, sa couleur de peau lui a peut-être sauvé la vie. Le jeune homme a voulu rentrer, donc elle n'était pas tout à fait fermée, donc j'ai ouvert la porte pour le laisser rentrer et j'ai fermé la porte au CRS. Mais ceux-là, malheureusement, avaient mis leur matraque entre les deux battants des portes, donc j'ai pas pu fermer la porte complètement. Et ils ont forcé le passage. J'ai résisté pour ne pas qu'ils rentrent. Et bon, ils étaient trois, ils étaient beaucoup plus forts que moi, donc il n'y avait pas de discussion possible. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Et moi, j'ai reçu quelques coups de matraque sur la tête. Après le départ des policiers voltigeurs, une ambulance arrive, les journalistes débarquent, on tente une réanimation devant les flashs et les caméras. Le corps de Malik est transporté à l'hôpital Cochin, sans espoir. La mort est officielle à 3h20 du matin. Les massages ne sont qu'illusions. Malik est bien mort avant l'arrivée des secours, seul derrière cette porte du numéro 20 de la rue Monsieur-le-Prince. Dans les couloirs de l'hôpital, on dénombre une multitude de blessés. Ce soir-là, les CRS et les voltigeurs se sont fait la main sur d'autres personnes, dont Olivier Baudry, victime de multiples traumatismes, lui valant 165 jours d'arrêt de travail. Il est militant RPR, il était à Paris pour l'anniversaire de son parti. Il ne participera pas à la fête. Quelques heures plus tard, l'information de la mort de Malik ouvre les journaux des matinales sur les radios. À Meudon-la-Forêt, c'est le téléphone qui réveille la famille Oussekine. Aux informations, on a cru entendre le prénom du plus petit de la fratrie, Malik. En vérité, personne n'a pris le temps d'appeler la famille. Madame Oussekine et ses enfants découvrent la nouvelle par la radio et la télévision. À 8h30, l'un des fils part à Paris au siège de l'Institut médico-légal. On ne lui présente pas le corps de son frère, on l'interroge comme un accusé. Ses habitudes, ses opinions politiques, ses liens avec le mouvement étudiant. Les inspecteurs cherchent la brèche où ils peuvent s'engouffrer pour cacher la bavure de leurs collègues. Alors le frère de Malik confirme que son frère est malade. Que n'a-t-il pas dit ? Le procureur de la République, Michel Géol, prend la balle au bond et affirme que la mort du jeune homme est due à son état pathologique rénal antérieur. Tout le pays semble sous le choc, le pays légal comme le pays réel. Alain Devaquet démissionne dès le 6, prenant la mort de cet étudiant sous sa responsabilité. Le reste du gouvernement, lui, tient tête, réaffirme ce soutien aux forces de l'ordre. Le lendemain, pendant qu'on fleurit les halls de l'immeuble où est mort Malik, le RPR, premier parti de France, fait comme si de rien n'était. Jacques Chirac, Premier ministre et président du RPR, lance un appel du cœur après avoir lancé celui des coups. Je lance un appel que je vous demande de relayer dans chacune de nos provinces, de nos régions, de nos départements.
qui est l'appel du cœur et de la raison à la responsabilité de chacun. Ceux qui, en effet, jeunes ou moins jeunes, casqués et armés, souvent étrangers au monde étudiant, se livrent à de multiples provocations et exactions. Chacun doit comprendre qu'il s'attache à s'attaquer au principe même de la démocratie. La violence policière a enlevé la vie d'un jeune homme le 6 décembre. Le gouvernement a beau mettre en avant la fragilité physique de la victime, l'argument ne prend pas. Il apparaît au contraire comme le témoignage d'une terrible lâcheté, et il choque profondément l'opinion. Malik est atteint d'une maladie des reins depuis son enfance. Elle ne l'a pas empêché de vivre une vie normale. Il a réussi en classe et n'a pas abandonné le sport. Le 6 décembre, ce sont bien les coups et non la maladie qui l'ont emporté. Maître Kejman, avocat de la famille, le confirme le 9 décembre devant les journalistes. Nous avons pu voir dans ce dossier une déclaration du médecin régulateur du SAMU dont je vous lis les quelques lignes. Parlant de Malik, le médecin régulateur dit ceci. Au moment des faits, cette personne n'est pas victime d'un malaise cardiaque, mais a dû recevoir un coup derrière la tête. Je considère cette personne comme cliniquement décédée. Il serait cependant préférable de ne pas communiquer cette information à la foule. Je propose d'emmener cette personne à l'hôpital Cochin en réanimation aux urgences chirurgie afin d'éviter tout incident. Le lendemain, près de 500 000 personnes manifestent une dernière fois contre les violences policières et à la mémoire de Malik Oussekine. La famille, elle, enterre son fils. Elle attend maintenant que justice soit faite. Le 24 janvier 1990, palais de justice de Paris. Voilà 4 ans que Malik Oussekine a quitté les siens. Au lendemain de la nuit fatale, la justice et le ministère de l'Intérieur ont tenté de brouiller les pistes sur les circonstances de sa mort. La juge d'instruction met 11 jours pour mettre en garde à vue 2 voltigeurs, dont l'un a pourtant reconnu les faits dès le 8 décembre. Après 2 ans d'enquête, d'expertise et de contre-expertise, le procès s'ouvre enfin, avec à la barre Christophe Garcia, 26 ans, membre du peloton voltigeur. Il reconnaît les faits, les coups, la bastonnade, mais ne semble pas comprendre la portée de ses mots et de ses actes. Créée sous Raymond Marcellin à la suite des événements de mai 68, la mission des voltigeurs est de briser toute poche de résistance parmi les manifestants ou les casseurs. Garcia, lui, exécute. L'autre accusé, Jean Smith, 56 ans, nie toujours les faits. Après 3 jours d'audience, les 2 brigadiers Garcia et Schmitt sont jugés coupables de coups et blessures volontaires illégitimes sur Malik Oussekine. Ils sont condamnés à des peines de prison avec sursis 2 et 5 ans. Désormais, lorsqu'une grève s'ouvre dans les facs parisiennes et que le boulevard redevient brasier d'un soir, étudiants aux forces de l'ordre, tous repensent à 1986, à Devaquet, à la rue Monsieur-le-Prince et à Malik Oussekine, bien sûr. Pour les premiers, il est une mémoire dont on hérite, pour les seconds, une histoire qui les hante. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Malik Oussekine, dont nous allons parler avec notre invité, et bien au-delà d'ailleurs. David Dufresne, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur du documentaire Quand la France embrasse, diffusé en 2007 sur France 2. Vous réalisez également des webdocs, Prison Valley, diffusé sur Arte, notamment, et auteur de plusieurs livres, dont votre premier roman, intitulé Dernière sommation, publié chez Grasset l'an dernier. Ce roman revient sur les manifestations étudiantes de 1986 contre le projet de loi Devaquet et bien sûr sur la mort de Malik Oussekine, tué par des coups de matraque policière. D'abord, pourquoi un roman? Pourquoi cette démarche du roman? Est-ce que c'est un chemin des écoliers, une façon de détourner le propos pour le traiter de façon plus libre? Qu'est-ce que c'est? Vous avez donc la question et la réponse. Oui, pardon, c'est une mauvaise habitude que j'ai parfois. Je vous en prie. Mais je vous écoute, alors je connais vos habitudes, les bonnes et les mauvaises. Non, c'est ça, c'est-à-dire, c'est s'accorder beaucoup de
de liberté, c'est-à-dire d'écrire plus avec sa mémoire qu'avec des notes, et donc d'être au plus près d'une forme de vérité. Donc par exemple, les pages sur Malik Oussekine, c'est des pages non pas sur ce qui s'est passé concrètement, réellement, mais sur les souvenirs que j'ai personnellement, puisque j'étais dans le quartier, si vous voulez. Et donc la possibilité du romancier, c'est qu'il n'y a plus de off. Donc quand je fais parler des policiers, quand je fais parler des gens de la préfecture, pour ce qui est de manifestations actuelles de Gilets jaunes, je suis dans une forme de véracité beaucoup plus réelle, parce que les policiers qui me parlent concrètement, me parlent vraiment. Dans un roman, je peux les restituer comme ça. S'ils parlaient aux journalistes, ils auraient une parole beaucoup plus retenue. Ce ne serait pas le vrai vocabulaire. Le roman, en fait, c'est un poste d'observation du réel. Alors, ce moment précis de 1986, oui, vous l'avez vécu vous-même? Absolument. Le héros du roman aussi, mais moi j'ai 18 ans, je viens de Poitiers, je fais partie de ceux qui ont été... Alors l'enquête qu'on vient d'entendre parle de 200-300 personnes, il me semblait qu'on était un peu moins à occuper la Sorbonne, mais c'était peut-être ça, 200 198 peut-être. Peut-être, voilà, selon les organisateurs, selon la police. Donc je suis là, je viens d'arriver, j'ai 18 ans, plein d'idéal, et c'est la première confrontation avec la police, c'est-à-dire c'est les voltigeurs, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire c'est ces petites Honda rouges de 150 cm3 qui s'infiltrent partout. Ouais. D'où leur capacité à déraper jusqu'au pire. Je vous en prie. Qui coursent, qui coursent, voilà, et donc chacun tente de fuir comme il peut. C'est les débuts des digicodes à Paris. On ne peut pas tellement fuir parce que les portes sont fermées, donc il y a tout un jeu comme ça. Il y a ce bruit, ce vacarme des motos, il y a ce bruit des bâtons, et donc voilà, c'est la première fois qu'on rencontre ça. On a 18 ans, on a 20 ans, et bien pour certains c'est la mort au bout, quoi. C'est la mort au bout pour Malik Oussekine. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, ça plus le mensonge d'État qui a été très bien décrit à l'instant, c'est la double peine, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas quand la vérité est cachée, qu'on ne prévient pas la famille, qu'on ne raconte pas, comme on l'a su plus tard, comme on vient de le comprendre, qu'il est mort sur place. C'est tout ça. Et ben ça vous forge. Et cette violence, quand on la vit, dès lors qu'elle est une violence en uniforme, dès lors qu'elle est une violence policière, est-ce que ça en ajoute à la violence de la scène qu'on vit? C'est-à-dire que, oui, parce que vous ne comprenez pas que cette police dont on vous dit qu'elle est républicaine, dont on vous apprend depuis petit à la respecter, grosso modo. Vous ne comprenez pas qu'elle ne respecte pas ses propres principes, justement ceux de la République, au nom même de la République. C'est-à-dire que tout devient extrêmement compliqué, et ça, vous le comprenez en quelques minutes. Quelle est l'intention éditoriale de ce livre? Vous l'écrivez pour raconter une histoire, mais j'imagine que c'est pas le seul but. C'est quoi l'intention éditoriale? Non, mais excusez-moi, là, je m'attendais pas du tout à être aussi ému. Vous savez ce qu'on va faire si vous êtes ému, parce que on le fait pas seulement quand les invités sont émus. On passe à 10, on se reprend 3 minutes, et puis on se retrouve juste après. Non, allons-y. On écrit pour comme un exutoire, on écrit pour la mémoire. Je pense qu'on va parler tout à l'heure de ce qui se passe autour de Malik Oussekine aujourd'hui, la bataille autour de sa mémoire, la bataille des mots, qui est extrêmement importante. On n'a pas entendu Robert Pandreau, qui était l'acolyte de Pasqua, qui à l'époque avait déclaré ministre de la sécurité publique, c'est ça, parce qu'il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait le ministre de la sécurité publique. On est dans un moment de droitisation terrible, hein, où il y a presque 2 ministres de la police, si vous voulez. Et Pandreau va dire cette phrase, il va dire: si moi j'avais un fils sous dialyse, je ne le laisserais pas sortir la nuit. Ça faisait aussi partie, si vous voulez, de l'accablement, du mensonge d'État, etc. Eh bien, écrire, c'est
modestement rappeler certaines choses, c'est modestement dire que quand Emmanuel Macron dit de Geneviève Leguet, cette dame de 70 ans qui est bousculée par la police à Nice il y a quelques mois, et que Emmanuel Macron dit qu'elle devrait être un peu plus sage et ne pas manifester, c'est la même chose. C'est le même discrédit qui est porté, c'est la même dégueulasserie. Donc on écrit contre ça, tout simplement. On écrit aussi pour le plaisir d'écrire, on écrit aussi pour se compter, pour dire voilà. Quelle trace laissait la mort du jeune Oussekine, aujourd'hui encore? Alors, en France. Si vous voulez, il se trouve que par la suite, je me suis donc intéressé beaucoup à la chose policière. Voilà, l'acte de naissance, c'est là, c'est décembre 86, et notamment aux questions de maintien de l'ordre. Et pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, les policiers vont vous parler du syndrome Malik Oussekine. Et il ne faut pas se tromper. Par syndrome, ils ne parlent pas uniquement de la mort de Malik Oussekine. Personne n'a souhaité la mort de Malik Oussekine. Aucun policier ne l'a souhaité. Aucun homme politique ne l'a souhaité, bien évidemment. Mais par syndrome, c'est l'idée de dire un manifestant, un étudiant qui meurt, c'est une élection qui se perd. Jacques Chirac le dira dans ses mémoires. Il comprendra très bien qu'en 88, il va perdre les élections parce qu'il a perdu la jeunesse. À peine arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, on a entendu tout à l'heure. Et donc, Malik Oussekine, son décès, ça va figer la doctrine de la police française, et ça va, d'une certaine manière, la transformer en quelque chose qui va longtemps apparaître comme ce que la police elle-même appelle le modèle du maintien de l'ordre à la française, c'est-à-dire de la retenue, c'est-à-dire montrer sa force pour ne pas s'en servir, c'est-à-dire ne pas tuer, ne surtout pas tuer. Et récemment, à l'aune des Gilets jaunes, à l'aune des manifestations, y compris du 1er mai, y compris des réformes contre la retraite, on a entendu des policiers commencer à dire, ou des hommes politiques commencer à dire deux choses. La première, il faut oublier Malik Oussekine. Ouais. Merci comment faire pour oublier Malik de faire cette émission. Et ce qui venait après, évidemment, c'était ça n'a pas existé. Donc on a entendu des spécialistes prétendument de la police sur des antennes de grande écoute expliquer que Malik Oussekine n'était pas mort des coups policiers. On vient bien d'entendre que évidemment qu'il l'a été. Et donc autour de Malik Oussekine, c'est cet enjeu qu'on trouve, c'est-à-dire c'est l'enjeu de la mémoire, c'est l'enjeu de la place de la contestation, de la police, de l'ordre, du désordre, de la légitimité, de l'emploi de la force. C'est tout ça ce qui s'est passé au 20 rue Monsieur le Prince. Alors il n'y a pas eu que ça, parce que on a parlé d'autres violences policières. Zineb Redouane, touché en décembre 2018 par une grenade lacrymogène à Marseille. Steve Canisso, tombé dans la Loire après une intervention musclée des forces de police. Ça, c'était lors de la fête de la musique à Nantes. Et plus récemment, Cédric Chouviat, mort le 5 janvier après une arrestation d'une grande brutalité. Il y a une accumulation terrible qui doit contraindre le ministre de l'Intérieur à changer de ton et à envisager d'autres façon de maintenir l'ordre. Pas facile non plus. Mais il faut bien trouver une autre façon de maintenir l'ordre, parce que on peut pas laisser une faille exister, se creuser entre la population, comme je le disais tout à l'heure, et ces hommes en uniforme dont la vocation est de protéger la population. Oui, absolument. Alors, si je puis me permettre, il faudrait pas oublier Rémi Fraisse, qui est un autre manifestant qui est mort. Dont nous avons raconté l'histoire également dans Affaires sensibles. Absolument. Mais il n'y a pas d'image. Juste un petit point, je vais répondre à votre question, mais ce qui est frappant avec Malik Oussekine, et vous l'avez très très bien raconté, c'est le fait qu'il y ait des images de sa réanimation qui manifestement étaient feintes, en réalité, ou quasiment. Ces images font que ça reste aussi, font que sa mort soit restée. Et quand je vous parle d'images, c'est à dessein, c'est-à-dire que on voit très bien que Steve, à Nantes, ça n'a pas ému tant de gens que ça. Zineb Redouane non plus. Il y a plein de raisons. Et une des raisons, c'est qu'il n'y a pas d'image. Cédric Chouviat, dont vous venez de parler, ce livreur qui est mort suite à un contrôle policier, il y a des images. Il y a des gens qui ont... Et ça change tout. Et ça change tout. Donc évidemment, cette question-là, cette question des images, aujourd'hui, elle est devenue extrêmement importante dans la gestion de l'ordre, parce que il y a tout d'un coup tout un tas de débats qui sortent. C'est extrêmement compliqué la situation dans laquelle est aujourd'hui le pouvoir.
Et il s'en rend compte depuis quelques jours, avec un infléchissement de la part d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner, qui sentent bien que... Là, il y a un malaise, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose parce que il faut pas qu'il y ait de Malik Oussekine. Y compris politiquement. Y compris politiquement. Ce n'est pas... Voilà. Vous étiez ému tout à l'heure, vous avez repris vos esprits au fil de la... Excusez-moi. Mais je vous en prie, non seulement je vous êtes excusé, mais j'ai envie de vous demander pourquoi cette émotion, ça renvoie à ce que vous avez vécu en 86, qui était pour vous intolérable, enfin maintenant il y a quelques années quand même. Ben oui, c'est ça qui m'étonne, c'est quand même... non, en fait, ça me renvoie, si vous voulez... Excusez-moi, vous voyez, je vous tutoie lorsqu'on n'est pas... Ça renvoie aux 25 personnes qui ont perdu un œil pendant les Gilets jaunes, aux 5 personnes qui ont perdu une main, à Zineb Redouane, à d'autres dont on ne parle pas. Prenons Ibrahim Ba, qui est mort à Villiers-le-Bel au mois d'octobre lors d'un contrôle de police. On ne connaît pas exactement les circonstances. Vous avez parlé d'Adama Traoré tout à l'heure. La liste est très très longue, très très longue. Et Malik Oussekine, ça renvoie à toutes ces tragédies, si vous voulez. Donc voilà. Et puis effectivement, en fait, je crois que ce qui m'a ému, c'est d'entendre ces voix si juvéniles de 1986. Et vous parliez des images. Vous avez vu la force du son. Ah ben non, mais attendez, le son c'est extraordinaire. Soit dit au passage. C'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, dans mon travail de recensement de violences policières, mon roman commence là-dessus. C'est un cri, c'est un son, et c'est ça qui me hante. C'est ce son. Voilà. 2 février, cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois, Théo, vous vous souvenez? Absolument. Un jeune homme de 22 ans était très brutalement violenté par 4 policiers de la BST, brigade spécialisée de terrain. L'un des policiers a été mis en examen pour viol. Oui, je dis bien viol parce que accusé d'avoir introduit sa matraque télescopique dans l'anus de Théo, provoquant une blessure grave, 10 cm de longueur. Ronald Everzo, reporter pour Affaires Sensibles, vous êtes allé à la cité de la Rose des Vents, à la rencontre de la population, à la rencontre des jeunes. C'était il y a 2 ans. Vous avez quel âge? 30 ans. Est-ce que vous avez peur des policiers en tant que femme? Franchement, il y a quelques temps, je vous aurais dit non. Mais ma copine, elle s'est fait interpeller lundi. Elle est là avec moi au téléphone en plus. Ma copine, elle s'est fait interpeller lundi dans sa voiture avec ses enfants. Juste là, au bout du galion. La police, avec les pistolets et tout, ils ont essayé de rentrer les pistolets dans la voiture avec les enfants. Les enfants de 2 ans, 6 ans et 10 ans. Ils sont super pendant 2 jours. C'est-à-dire même la nuit, ils se réveillaient la nuit, tellement ils ont eu peur. Ça s'est passé dans le galion en plein après-midi, lundi. Juste parce que l'assurance a été périmée d'1 semaine, ils ont interpellé ma copine et tout, tapé sur la vitre, mettre le pistolet dans la voiture. Les enfants, ils ont paniqué. Ça s'est passé lundi là. Le pistolet dans la voiture? Ouais, le flashball carrément. Je vous jure, la personne elle est là au téléphone là. Ouais, pour qu'elle vous entende aussi que je parle d'elle. Et non, après tout ça, la police, voilà quoi. On évite. Maintenant, on évite. Franchement, on évite. Même les enfants, quand ils voient la police, c'est limite ils me tiennent la main un peu plus fort et tout. Je trouve ça triste, hein. Franchement, c'est triste. Et s'il y a des policiers qui viennent ici, mettons demain, pour essayer de discuter avec vous et puis dire bon maintenant on essaye de se réconcilier, est-ce que vous seriez d'accord? Ben oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir discuter. On les met pas tous dans le même sac. Ça veut pas dire que c'est des policiers qui sont tous méchants. Il y a des policiers pacifiques. Mais le problème, c'est que c'est comme nous en fait. Dans la cité, s'il y a quelqu'un qui veut se faire un nom, qui veut être un caïd, il va être imposant, il va faire la misère aux gens. C'est pareil dans la police. Si y en a qui veulent se faire un nom, ils deviennent agressifs pour rien. Et voilà. Je peux dire quelques mots aussi. Par rapport au maire aussi, monsieur Bruno Béchiza. Voilà. Et le maire, les Républicains d'Aulnay. Le Républicain d'Aulnay. C'est un très bon maire, mais il faudrait qu'il mette plus d'activités pour que les jeunes arrêtent de traîner dans les quartiers comme ça. Déjà, il a supprimé Aulnay plage et tout. Et en gros, ils ont réduit même les budgets avec les SMG et tout. Oui, on a plus d'assistante sociale aussi à Aulnay-sous-Bois. Je tiens à ça, c'est très important et c'est très, très, très grave. Moi, je viens d'arrêter de travailler, c'est-à-dire que j'ai pas d'assistance sociale. Mais je suis dans ma merde quand même. Et j'ai pas d'assistance sociale. Je fais comment? C'est-à-dire moi aussi, je dois foutre la merde pour finir mes fins de mois en fait. Oui, avec combien par mois si c'est par 10? Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, vu que je travaille plus et que je touche le RSA pour mes enfants, mes 3 enfants, je suis à 800 et quelques euros. Il nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais il y a toujours de l'argent. Il nous faut plus de projets. Ça va permettre à nos petits frères de ne pas traîner dehors et d'éviter de fréquenter la police et d'éviter ces bavures parce que la police, des fois, ils aiment bien trop chercher. Et quand on est là en galère et tout, on peut faire des choses dont on n'est pas conscient. Le maire, il est trop malin, tu sais pourquoi?
Vous avez kiffé ça, madame? Nouveau dans la tête, qui est là, tu parles, tu m'agresses. Comment t'es la main? T'as envie de dire quelque chose? Ouais, je veux dire... ouais. À quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans? Théo, ça se fait pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et les policiers, je comprends pas pourquoi ils sont pas partis en prison, ils sont partis dans une autre ville. Plus sachant qu'il y a les élections présidentielles en 2017. Mais voilà. Et vous allez voter pour qui? Moi, Jean-Luc Mélenchon. Je ne comptais pas voter, mais je vais voter Mélenchon. non, tout le monde vend du rêve, surtout pas Marine Le Pen. On dit pas qu'il y aura pas de sang, il y aura pas de guerre, mais on va se révolter en gros. En tant que citoyen, on va manifester. On veut pas de problème, Ce sera une révolte pacifique. Voilà, les faits, Théo, remontent au 2 février 2017 et le reportage a été fait quelques jours, quelques semaines après. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre, David Dufresne? Que le pouvoir serait bien inspiré de sortir de cette spirale. Voilà. On peut pas continuer avec une telle défiance de part et d'autre. Vous avez vu la photo que je tiens dans la main, là? Donc, par définition, les auditeurs la voient pas, donc je la décris, donc de Libération, le journal Libération, photo prise le 7 décembre, où l'on voit une brigade de policiers à moto, lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. À moto, ça nous rappelle les voltigeurs de 86. Absolument. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Leur nom, c'est Braves. Braves, exactement. Les Braves. C'est le préfet de police de Paris actuel, Monsieur Lallemand, Didier Lallemand, qui les a mis en place. En fait, ils étaient réapparus sous un autre nom quelque temps avant, qu'importe. Il y a une différence. Cette différence, c'est qu'a priori, ils ne sont pas là pour frapper, mais simplement pour transporter. C'est-à-dire que le pilote ne donne pas de coup de pied, comme en 86, et le passager ne donne pas de coup de matraque. Cela dit, les policiers sont cagoulés, les policiers n'ont pas de matricule. J'ai des images de plaques minéralogiques qui sont masquées. On est dans quelque chose de symboliquement terrifiant. David Dufresne, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre roman, puisqu'il s'agit d'un roman, mais qui remue beaucoup de problèmes qui, eux, ne sont pas des romans, des problèmes de la réalité. Ça s'appelle Dernière sommation, publié chez Grasset. Merci infiniment, et désolé pour l'émotion de tout à l'heure. Merci à vous. C'est la force du son, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. C'est la force du son, bravo à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, Malik Oussekine et les violences policières, une émission que vous pouvez bien sûr écouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézica.